J'ai une confession à vous faire. Faut que je passe aux aveux. Je pense que je suis dans les dossiers Epstein. C'est sûr que c'est ça parce que... Comment justifier autrement le char de marde que je me suis ramassé en pleine gueule dans la foulée du lancement de Bitchology? On croirait presque que j'ai mordu l'autre cuisse de Safia Nolin. Ça va dessus, guys? Je vous épargne les détails parce que je veux pas repartir pour une autre déferlante de hate sur Internet, mais en gros, il y a des gens qui ont été heurtés par ma joke sur Ariana Grande et Ticketmaster. Il y en a d'autres qui ont été heurtés par mes commentaires sur Serena Williams que, apparemment, j'aurais pas dû faire à titre de femme noire. Et évidemment, les critiques ont pas pris la peine d'écouter l'épisode au complet et se sont arrêtés aux extraits qui sont spécifiquement choisis pour attiser la curiosité du monde et nourrir la bête. Et par bête, j'entends l'algorithme qui carbure aux émotions primaires. Moi, j'en connais un rayon en matière de marketing web après des années comme créatrice de contenu. Bébés, you fell right into the trap du rage bait, man. Je la trouve encore bonne, ma joke sur Ariana Grande. No regrets. Puis mon commentaire sur le fait que Serena s'habille mal, en plus d'être legit, genre, allô, je suis genre, basically, that's so Raven, j'ai eu une vision et j'ai eu raison. Le commentaire était aussi accompagné d'éloges envers elle, envers sa sœur Venus et envers d'autres figures noires qui ont foulé le tapis rouge ce soir-là du Met Gala comme Angel Reese, la joueuse là, de la WNBA. Là, je vais finir par être capable de le dire. Fait qu'on va tous prendre un grand respire, OK? Je pense que tout le monde va être correct. Les extraits sont là pour rester, puis j'ai pas l'intention de présenter des excuses à qui que ce soit. Parce que c'est drôle comment les critiques sur les extraits de Ariana Grande et Serena Williams ont pas relevé que j'ai aussi ri de Yolanda Hadid, la almond mom grossophobe par excellence, ou de Justin Trudeau, que j'ai comparé à un fuckboy du Myland, puis pas de commentaires non plus sur ma joke de PSPP. Indignation sélective much? Ce que j'ai fait le soir du Met Gala, ça s'appelle un roast. Un bien cuit. Ça s'appelle de l'humour, ça s'appelle le direct, ça s'appelle la spontanéité, ça s'appelle embrasser le chaos, ça s'appelle avoir la joie de vivre. Je sais pas à quel moment on est devenu frileux comme ça au Québec, mais moi, dans le cadre de mon travail, je m'inspire beaucoup de la tradition, la longue tradition, en fait, des late night shows américains où t'as un animateur qui tire sur tout ce qui bouge. Et là, je sais qu'historiquement, cette gang-là d'animateurs a pas toujours été la plus élégante en ville. Je me rappelle très bien de la façon où on a varlopé des figures comme Pamela Anderson, Monica Lewinsky, Britney Spears. J'ai aussi connu les années piment fort avec des jokes trash sur Kathleen et sur Joanne Blouin. Je me souviens. C'est pas ça que je cherche à reproduire. No, no, no. Parce que de toute façon, la culture des late night, elle a évolué aux États-Unis. Le bassin d'animateurs corrosifs, il s'est diversifié. Maintenant, il y a des femmes, il y a des Noirs, il y a des Latinos, il y a des Arabes, il y a des Asians, il y a des personnes queer, il y a des personnes qui vivent avec des handicaps, il y a des immigrants avec des accents, il y a des gens qui ont started from the bottom dans le ghetto and now they're here. Ça manque encore de présence autochtone, mais j'ai foi qu'on va y arriver. Oui, allô? Michel Jean? On a besoin de toi et de Coucoum sur NBC. Merci. Bref. Bitchology, ça s'inscrit dans ce virage-là. C'est un projet pour parler de culture pop avec une grille d'analyse en sciences sociales. Ça, c'est le ologie dans Bitchology, on est d'accord. Mais Bitchology, c'est aussi un endroit où je veux avoir du fun. C'était peut-être pas clair dans ma présentation initiale et je le prends sur moi, mais moi, dans la vie, je suis une grande fan d'humour. Encore plus quand il est baveux. Mes shows préférés à vie, c'est genre Arrested Development, c'est Family Guy et Charmed. Là, maintenant, vous êtes au courant. Là. Je suis aussi fan de Ziwe, de Wendy Williams, Ali Wong, Ilana Glazer de Broad City, Mindy Kaling. Je suis de la génération South Park. J'aime ce qu'on retrouvait sur Comedy Central ou encore sur Funny or Die. Between Two Ferns, c'est genre mon empire romain. J'ai écouté les En route vers mon premier gala, j'ai été biberonnée à l'humour absurde du cœur à ses raisons. On dirait que les gens sont étonnés quand ils découvrent que moi, je suis une fan d'humour absurde ou d'humour trash, comme si c'était incompatible avec le fait d'être woke. Je vais vous raconter une anecdote, OK? Moi, j'ai suivi, dans le fond, il y a quelques années, il y a environ 2 ans, un cours intensif en humour qui était offert en collaboration avec la Fondation Dynastie qui vise à célébrer l'excellence noire, brop, et l'École nationale d'humour du Québec. C'était vraiment nice. On était environ 10 étudiants afrodescendants, donc on s'encourageait mutuellement, on se donnait du feedback, on allait assister au rodage des autres. Et j'ai un de mes collègues masculins qui avait un numéro pissant sur l'avortement. Il partait de sa perspective de gars veg et ranceur qui s'est pas retiré à temps puis qui est comme pogné à accompagner la fille à la clinique d'avortement et son numéro était tellement drôle.
Puis là, on est dans un bar du quartier latin à Montréal. Il y a plein de gens sur le line-up. Je m'en vais me commander de quoi au comptoir avant le début. Puis là, il y a comme 2 personnes vraiment gentilles qui m'approchent, qui m'abordent. Puis sont comme « Oh my God, on est tellement fans de toi. » Tu sais, c'est des gens qui te reconnaissent un peu. « On adore tes chroniques à la radio. » Puis là, c'est comme « The usual. » « On est tellement contents. On adore ce que tu fais. C'est tellement le fun. Toutes tes chroniques où tu ris des woke. C'est vraiment divertissant. Merci pour ça. Ça fait du bien. Blablabla. Bla, 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 bla. Et là, on enchaîne, on va se rasseoir chacun de notre bar, le spectacle commence, les numéros s'enchaînent, et là, juste avant l'entracte, c'est le numéro de mon collègue de classe sur l'avortement. Et je vous jure, guys, c'était fucking drôle, c'était edgy, c'est trash, tout le monde se tape les cuisses, moi compris, je suis crampée, c'est un succès, moi je suis tellement fière de lui, je retourne au comptoir, me pogner un autre cocktail, là, whatever, là, je me rappelle même plus qu'est-ce que je bois. C'est quoi ma commande habituelle au bar? Ça intéresse personne. Je continue. Et là, je recroise les 2 personnes qui m'ont apostrophé au début. Fait que là, c'est comme la nouvelle ronde de small talk. Belle soirée jusqu'à présent, hein? c'est super lourd. Steph Loubert à la caméra qui rit. C'est correct. Puis là, ils sont comme, oui, c'était super drôle, mais là, toi, là, t'as pas dû aimer le dernier numéro? Puis je suis comme, hein? Le numéro de Uncle Phil? Pourquoi? Ils sont comme, mais non, tu sais, ce numéro-là. Puis je suis comme, oui? Qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je pourrais pas aimer ce numéro-là? Mais c'est parce qu'il rit de l'avortement, là. Puis là, j'étais comme, il rit pas vraiment de l'avortement, il rit de sa posture de gars vraiment loser qui est pogné à accompagner une fille, tu sais, qui a pas bien agi, puis qui est obligé de prendre ses responsabilités, tu sais. Fait qu'au contraire, je trouve ça rafraîchissant d'abord qu'un gars parle d'avortement tout court dans un numéro d'humour, puis en plus qu'il la fasse de cette perspective-là, je trouve ça vraiment génial, c'est hot. Puis là, ils sont comme, oui, mais là, tu sais, c'était pas ben woke, puis en plus, c'était un peu vulgaire. Puis là, j'étais comme, voyons, est-ce que vous l'avez aimé, le numéro? Puis là, les 2, avec la face la plus gênée du monde, puis une petite voix, sont comme, ben oui, là, c'est sûr qu'on a aimé ça, là, c'est vraiment bon, là, mais on dirait qu'on était un peu gênés d'avoir aimé ça. Guys, c'est pas ça être woke. D'abord, guys, vous faites la projection de votre malaise sur moi, puis ensuite, vous vous engluez vous-même dans une espèce de spirale de pureté idéologique weird. Excusez, mais c'est pas ça, être woke. Être woke, c'est être éveillé, c'est être sensible aux enjeux de justice sociale, tout en faisant un travail de déconstruction sur soi, ce qui est le travail d'une vie. On n'est pas woke, on le devient. Et être woke, ça veut pas dire qu'il y a un moratoire sur le rire. Ça veut pas dire qu'on prend tout au premier degré en mode pearl clutching ou qu'on est perpétuellement dans l'indignation puis en train de jouer à la police morale, là. Je suis une personne, je suis pas un texte théorique ambulant. Je suis pas en train de renverser le système capitaliste. Je suis dans un bar crade du quartier latin un mercredi soir à 21h pour écouter un show d'humour avec du monde de la relève. On n'est pas dans une assemblée constituante, les chums, OK? Je m'en vais pas voir un show d'humour dans le but de me mettre en colère ou de faire la morale. Après, c'est sûr qu'il y a des humoristes que je trouve terribles. Il y a des humoristes qui refusent d'évoluer. Eux autres, je vais juste pas les voir. Je perds pas mon temps, à moins qu'il y ait un commentaire social à en tirer. Par exemple, est-ce que je vais écouter le Netflix special de Dave Chappelle où il rit des trans? Of course! Pour me faire une tête par moi-même, pour comprendre ce qui fait que ça passe ou ça passe pas. C'est ça l'esprit critique. Vous direz comment moi j'ai été voir Mike Ward en show 3 fois dans ma vie et j'ai savouré chacun de ses spectacles. J'ai notamment assisté au fameux spectacle qui contient la joke sur le petit Jérémy. Puis vous savez quoi? J'ai ri aux larmes. La première fois que je l'ai entendu, et tout comme mon chum de l'époque d'ailleurs, un gars malentendant, il a adoré les jokes sur la surdité du petit Jérémy. On a ri parce qu'on a compris que la joke portait pas tant sur l'enfant handicapé en tant que tel, mais bien sur son exploitation par son entourage et par les médias. Après, je crois Jérémy Gabriel quand il avance que cette joke-là a fait de sa vie un enfer. Je le crois parce que le public, des fois, est pas tant nice. Puis je le vois bien, là, comment les gens perçoivent et parlent aux personnalités publiques. Ils viennent nous insulter sur nos pages publiques ou en message privé à genre 9h du matin, puis sont genre outrés quand on leur répond à la hauteur de leur audace. Their fucking audacity.
Mais genre, guys, être une personnalité publique, ça veut pas dire qu'on est un défouloir collectif, qu'on vous doit quelque chose ou qu'on a l'obligation d'être aimable en toutes circonstances. J'en vois sur Reddit dire qu'un tel ou une telle, c'est pas un vrai fin ou pas une vraie fine. Sais-tu qu'on n'est pas des vrais fins ou des vraies fines, ou plutôt le fait que ça fait 10 minutes que vous nous fixez dans un restaurant en oubliant qu'on est des humains, qu'on a le droit à nos moments en famille ou entre amis, et que même quand on est seul, on n'est pas en représentation. Puis là, je sais que la minute que je critique Reddit, I know you guys. Il y a des gens sur un des subs qui vont m'accuser d'être fragile puis de pas être capable de prendre la critique, tout en montrant qu'ils sont eux-mêmes fragiles et incapables de prendre la critique, même dans le doux confort de l'anonymat. OK? Ça, là, c'est quelque chose dont je parle énormément dans mes textes de bitchologie sur urbania.ca, le rôle du public dans la construction de la machine à broyer les célébrités. Et puisqu'on parle de vous, cher public, il faut qu'on parle de vos attentes. Les gens, en particulier les jeunes au Québec, se plaignent que notre télé puis notre radio sont trop beige, trop plates, trop consensuelles, trop complaisants. Mais est-ce que vous êtes vraiment prêts pour autre chose? C'est pas clair quand on voit les réactions outrées de certains d'entre vous sur les réseaux sociaux. Mais là, je vais vous le dire, si vous êtes capable de passer au travers d'un épisode de Saturday Night Live ou d'un monologue de Nikki Glaser aux Golden Globes, vous devriez être capable de survivre à un épisode de bitchologie. Jingle. En direct du sous-sol Fred d'Urbania, vous écoutez Bitchologie, un balado de Vanessa Destinée en collaboration avec l'entreprise fondée par Philippe Lamar. En studio avec moi aujourd'hui, Stéphanie Loubert à la réalisation et Rosalie Granger, ma patronne, qui est là pour être sûre que j'insulte pas trop le public. Mais non, je t'aime, ma public, je t'adore, OK? Elle voulait pas que je le dise, elle voulait pas que je le nomme. C'est sûr que j'allais t'exposer, là. Tu fais des commentaires entre les takes, c'est sûr que je t'expose, là. T'es une partie prenante de cette aventure-là, Rosa, que tu le veuilles ou non. T'es fucking rouge. J'aime ça, elle va être un personnage récurrent dans les balados bitchologie. C'est qui se passe? C'est toi qui m'as dit de briser le 4e mur. There you go. Merci d'être avec moi en studio, chère patronne, mais ne t'inquiète pas parce que dorénavant, pour prouver que je suis une bonne personne qui est pas en train de chier sur le public ou d'insulter le public, j'aurai toujours la Bible à mes côtés sur mon bureau. En temps de crise, comme celle que j'ai vécue la semaine dernière, vous avez le droit de rire les filles, on brise le 4e mur. En temps de crise, donc, je vais me référer aux saintes écritures comme Russell Brand. Est-ce que vous avez vu ça passer? Russell Brand, humoriste britannique déchu, ex-mari de Katy Perry, OK? Tout nous ramène toujours à elle. Oui, je sais, je suis aussi impuissante que vous. Russell Brand a été invité sur le plateau de Piers Morgan, gros polémiste, influent au UK. Faut savoir que Russell Brand est accusé d'agression sexuelle par au moins 6 femmes pour des faits qui se seraient produits entre 1999 et 2009. Et ces accusations sont au cœur d'un gros procès qui doit débuter en octobre 2026. Ça fait des années qu'il est call-out, que tout le monde dit qu'il est problématique, qu'il est convoqué devant les autorités et depuis, il essaie de se faire passer pour quoi? Pour un born-again Christian! Eh oui, il a pris l'habitude de se promener avec une Bible. Et dans les audiences, devant les juges, il dit qu'il est un homme changé, qui est inspiré par l'Évangile, OK? Fait que là, Piers Morgan, il l'a en entrevue, il parle de tout ça, puis il demande... Mais tu sais, toi, tu parles tout le temps du fait que tu lis la Bible. À quel passage tu fais référence exactement? Et là, tu vois Russell Brand patiner sur caméra, là, en train d'ouvrir sa Bible puis de chercher le passage. Puis comme, oui, Attends, Oui, c'est ce passage-là, Attends, Puis on entend juste... Attends, je vais te le trouver, là, Je pense que c'était ça. Non, c'est pas ça, attends. Et là, je veux qu'on l'écoute tous ensemble. Je veux qu'on vive ensemble pleinement l'inconfort, OK? What was your thinking of taking it into court? And what you were seeing, looking at some passages, what were the relevant passages for you? All right. Thank you for asking me. Thank you. I didn't hurt, did it? A little bit. It was this from Isaiah. You're right, Bear did say, be chilled. Sometimes I lose the chill, man. It's pretty...
is this. They don't like that, do they, in the old gallery? But remember, you just said it's a hired spot. Ça, là, ce qu'on vient d'écouter, de voir, c'est ma définition de l'enfer, OK? C'est interminable, c'est terrible. Canceller cet homme-là, OK? Voyons, il est coupable de tout ce qu'on lui reproche, puis il essaie de se faire passer pour une bonne personne. Mais là, OK, Russell Brand, on s'entend, on est d'accord, c'est un cas à part dans la catégorie des narcissiques. Mais pareil, c'est une obsession que je vois beaucoup autour de moi aussi, celle d'être perçu comme une bonne personne. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé? Pourquoi est-ce qu'on est obsessed par l'idée d'être des bonnes personnes? Puis c'est quoi exactement les barèmes? T'sais, qu'est-ce qui détermine ce qui fait une bonne personne? Moi, là, en ce moment, je suis bien embêtée, OK? Regardez ce que je tiens entre les mains. Ça, là, c'est une pin, OK? Une pin de Michael Jackson, man. Elle est fucking belle. Je l'ai eu comme cadeau durant un visionnement spécial VIP, #influence, organisé pour la première du film Michael à Montréal. OK? Moi, j'ai eu droit à la totale, popcorn, liqueur gratuite, des petits cadeaux, une invitation dans un bar de la rue Crescent après la projection pour aller faire la fête puis danser sur les chansons du roi de la pop. Et là, je vais vous le dire très franchement, j'ai tout aimé. J'ai hâte de pouvoir mettre cette pin-là sur mon manteau de cuir, mais j'ose pas. J'ai tout aimé. J'ai même aimé le film qui est un flop monumental, un navet. C'est tellement niais, mais c'est ça l'affaire. C'est bon enfant. J'ai eu un sourire tout le long, même s'il manque tout dans ce film-là. Il y a pas de Janet. Le film s'arrête stratégiquement en 1988, juste avant les allégations de pédophilie. Je me sens mal. Je me sens mal d'avoir trippé. Je me sens mal d'avoir été danser au Electric Avenue de la rue Crescent. Pour différentes raisons. Là. Il y a plusieurs degrés là-dedans, vous comprenez? Mais je me sens mal. Parce que pour vrai, aimer ou non Michael Jackson, c'est comme le test moral de notre époque. Parce que rationnellement, il y a beaucoup de gens qui regardent ça et qui se disent « Mais voyons donc, comment est-ce que vous pouvez encore écouter sa musique? » Mais émotionnellement, la petite fibre nostalgique, la minute où Billie Jean part dans un mariage, c'en est fini de nous tous. Les droits humains prennent le bord au premier falsetto, là. OK, on le sait, là. C'est fou ce qui se passe en ce moment quand on y pense. La réhabilitation de Michael Jackson, orchestrée par le clan Jackson, qui continue d'exploiter son legs, même au-delà de la mort. Are we surprised? Pour vrai, plus rien ne m'étonne de cette gang de sangsues avec des mauvais facelifts. Dégueulasse. Bref, le film sur Michael Jackson est sorti. Les écoutes ont explosé sur les plateformes de streaming comme Spotify et Apple. Les gens redécouvrent sa musique et surtout une nouvelle génération, là, Gen Z, qui apprend le moonwalk sur TikTok, même si Leaving Neverland, le documentaire, le fameux documentaire sur le côté sombre de Michael Jackson est drette là, comme si les victimes étaient invisibles. Puis je veux dire, une de ces victimes quand même, c'est Wade Robson. C'est un chorégraphe super respecté à Hollywood. Peut-être que vous l'avez déjà vu à So You Think You Can Dance. Et en passant, pour la petite histoire, Wade Robson il est aussi cité dans une autre Bible sacrée, The Woman in Me, de Miss Britney Spears. Parce que Wade Robson, c'est l'homme avec qui Britney Spears a trompé Justin Timberlake. Même si cet adultère-là en était pas vraiment un, OK? Parce que dans la bio de Britney, on apprend que pendant qu'elle était en couple avec Justin, il y avait des rumeurs comme quoi Justin la trompait à tour de bras sur ses tournées avec NSYNC. Puis là, à un moment donné, elle s'est tannée, puis elle a trouvé un moment avec Wade Robson qui était tout à fait charmant avec elle, et elle l'a Frenché. Et ça a été la fin du monde pour Justin qui a commencé à la slut-shamer. Et j'aimerais vous dire que tout ça a culminé avec Cry Me a River, le gros banger qui a lancé la carrière solo de Justin. Mais non! Britney a été son souffre-douleur pendant genre 15 ans après ça, là, tu sais. C'est à cause de lui que tout le monde croyait que Britney Spears était une salope, OK? Donc, c'est très drôle que je fasse le lien avec Justin Timberlake, Wade Robson, Michael Jackson, parce que Justin, c'est aussi celui qui a fait foirer la carrière de Janet Jackson à la suite du scandale du sein exposé au Super Bowl. Donc, tout ça pour vous dire à quel point Hollywood, c'est consanguin, OK? D'ailleurs, récemment, j'ai appris un autre fun fact par rapport qui ouvre une parenthèse qui finira jamais, que Michael Jackson était allé à l'école avec Kathy Hilton, la mère de Paris Hilton. Ils étaient super amis les deux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tous les deux des filles qui s'appellent Paris. Paris Hilton, Paris Jackson. Donc, quand je vous dis que Hollywood, c'est un clusterfuck, OK, puis c'est consanguin, c'est insane.
Bref, tout ça pour revenir à Wade Robson, victime d'agression sexuelle par Michael Jackson, victime présumée donc. C'est fou. Puis tu comprends mieux pourquoi aussi Hollywood est tout le temps déchiré de même quand il s'agit de figures problématiques, hein. Il y a des liens qu'on soupçonne pas comme gens du public entre les vedettes. Donc c'est pour ça que c'est pas facile de canceller des gens en fait. It runs deep. Et ce qui me fascine le plus dans l'affaire de Michael Jackson, c'est aussi à quel point la perception est différente entre les communautés blanches et noires. On dirait O.J. Simpson all over again. Il y a comme une partie de la communauté noire qui regarde Michael Jackson avec la lentille du génie noir persécuté par les médias blancs, pendant qu'il y a une partie du public blanc qui le voit comme un monstre qui bénéficie d'un traitement de faveur de la part de la communauté noire. Puis là, moi, je suis comme au milieu de tout ça, comme ben du monde, à être inconfortable avec le laxisme de la communauté noire quand il est question des hommes noirs problématiques. Mais je suis aussi là à crier que Wanna Be Starting, c'est une des meilleures chansons ever produites par la race humaine. Okay? Je suis pas capable, moi, de renoncer à un mamasa, mamasa, mama kosa bien senti. Je suis faible, OK? Oui, je suis faible. T'as le droit d'en rire, Steph. Le démon, il a gagné. Puis la Bible, les deux Bibles à côté de moi ont rien changé. I'm still a brat. D'ailleurs, parlant de brat, et ça, c'est évidemment la seule transition digne de ce nom que j'ai trouvé, Charli XCX vient de sortir une nouvelle tune. C'est random comme ça, OK? J'ai rien trouvé de mieux. Est-ce qu'on l'aime, OK, Charli XCX? Parce que là, elle a annoncé qu'elle prenait un virage rock sur son nouvel album, un peu comme Beyoncé, dont on attend toujours l'annonce officielle. Et là, Charli XCX, elle a dit que le dance floor était mort. Elle a sorti son premier single, qui est comme une tune électro chaotique, qui s'appelle rock music, et qui est vraiment, finalement, on se rend compte qu'elle nous troll dans cette chanson-là. Là. C'est vraiment, c'est pas de la musique rock pantoute, là. C'est comme rock music. En tout cas. Je l'ai fait mal, là, mais c'est à peu près ça, OK, avec un peu genre de autotune. C'est la même chose, honnêtement. Honnêtement, je pourrais chanter les chansons de Charli XCX. Not gonna lie. Je suis pas sûre que ça demande des grandes capacités vocales. Elle a une excellente voix, mais après, pour faire la musique qu'elle fait, je pense honnêtement que je pourrais le faire. Après Chapel Roan, tu vas faire... Oui, c'est vrai, parce que là, j'ai commencé à prendre des cours de chant là, pour la petite histoire, là, pour le public qui m'écoute. Et mon but, c'était de pouvoir chanter Pink Pony Club au karaoké, ce que je suis quand même capable de faire. C'est pas si pire, je l'ai fait au karaoké. Tu te rappelles, au lancement de Hugo Meunier? Steph, t'as l'air sceptique, surprise, ébahi. J'ai déjà essayé, moi aussi, de chanter au karaoké. Puis ça a été un désastre que j'ai fait chanter le public tout le long. I know you wanted me to stay. C'est le refrain qui est tough. Ah, ben, on fera pas ça tout de suite, là, d'abord. Je l'ai pas en tête, là. Fait qu'on... Attends, quoi? Pink Pony Club! Pony Club! I'm gonna West Hollywood. Si tu veux, je regarde s'il n'y a pas des forfaits 2 pour 1 là, dans mon cours de chant. Oh mon Dieu! Ce bruit-là, c'est parfait. OK. On vient à Charli XCX. Qu'est-ce que je disais, là? J'aime Charli XCX pour la révolution qu'elle a tentée dans un paysage politique, culturel et social balayé par un courant conservateur qui nous rend beige et sans vie. L'évangile, selon Charli, c'est quoi? C'est de dire que vous n'avez pas besoin de pédaler autant pour essayer d'être des bonnes personnes. Brat, c'est ça. Laissez les femmes être messy, laissez-les être cringe, laissez-les se tromper, laissez-les être fatigantes, laissez-les être un peu toxiques à l'occasion. Et là, je dis qu'elle a tenté une révolution, mais ça n'a pas marché. On est passé à côté. Parce qu'étrangement, même les femmes progressistes exigent encore des autres femmes qu'elles soient élégantes, pédagogiques, nuancées, guéries, hydratées puis drapées dans la vertu en permanence. Girls, come on! Parfois, on supporte les women's right et parfois aussi, c'est correct de supporter les women's wrong. Et parlant de women's wrong, connaissez-vous Slater? Alors ça, oui, c'était une autre transition iconique. Je pense qu'on va rajouter comme un petit indicatif musical, genre bitchologie, à chaque fois que je change de sujet, parce que ça marche pas, mon affaire. Donc, pour les non-initiés, c'est genre une poupée Bratz avec une esthétique à mi-chemin entre celle de Lydia Kepinski et Paul Darèche, OK? Iconic. Je l'adore. C'est quelqu'un qui fait dans l'hyperpop, un peu comme Kaya Oaks, l'autrice de notre jingle, mais elle, c'est plus trashy, c'est très camp, c'est très autoréférentiel, c'est hilarant, beaucoup de satire. Elle est vulgaire aussi, mais avec une vraie signature artistique. Et donc, elle a lancé un album, Worst Girl in America, et elle me fait beaucoup penser à Pink. Vous savez pourquoi? Parce que Pink est comme tout le temps en marge des autres pop girly un peu, right? Tu sais, Pink, c'est comme... On connaît toute une fille comme ça, qui a comme un peu l'énergie d'une caissière qui boit des Monsters dans le stationnement pendant sa pause.
savez qu'est-ce que je veux dire, hein? Comme un petit côté rugueux, genre que tu comprends pas trop d'où ça vient, mais c'est ça qui fait tout son charme. Mais Slater, c'est ça aussi, genre. Puis je reviens sur Pink parce que Pink, je trouve qu'elle a une place dans l'écosystème qui est vraiment, vraiment nice. On rit souvent d'elle à cause du virage qu'elle a pris, mais pour vrai, Pink, c'est quand même quelqu'un qui est synonyme de stade, d'aréna sold out. T'sais, elle a une carrière solide, pratiquement sans faux pas majeur. Elle a pas connu la descente aux enfers, l'enfer de la drogue. Elle a été très critique aussi des femmes de son époque. À un moment donné, on se rappelle de sa tune Stupid Girls, qui fait pick me, mais en même temps dénonçait à juste titre la manière dont on façonnait les femmes dans les années 2000, entre la vierge et la putain. Et si on part du principe que les femmes ont une agentivité, ben, il faut accepter de critiquer les femmes selon ce double statut. Oui, les femmes sont victimes d'un système misogyne, mais elles en sont aussi parfois complices en cautionnant ce système puis en pavant la voie pour qu'il fasse d'autres victimes. Regardez juste la controverse en ce moment avec Olivia Rodrigo, avec ses robes bébé doll. On l'accuse là, de contribuer à l'imaginaire pédopornographique parce qu'elle se pavane en Lulu puis en baby doll avec des culottes à froufrou dans son plus récent clip puis sur scène aussi. Mais là, est-ce que Olivia Rodrigo, une femme adulte, a le droit de choisir l'esthétique qu'elle veut pour défendre son art? Yes. Mais est-ce que Olivia Rodrigo, une femme adulte, participe aussi à renforcer un imaginaire pédopornographique qui emprunte au code de la Lolita? Well, also yes. Et ce que Pink dénonçait en 2006, ben c'est toujours vivant en 2026. Fait que c'est avec ces contradictions-là qu'on doit jongler. Et ça, c'est tout un gros détour pour dire que j'aime Pink, dans le fond. Pour dire que j'adore sa voix, qu'elle a une démarche artistique vraiment que c'est raffiné avec le temps. Elle a une voix reconnaissable aussi. Oui, je m'ennuie de la Pink de son époque R&B, le très Lady Marmelade adjacent. Mais en même temps, ça en prend des tunes pour les gens pognés dans le trafic à la hauteur de Repentigny, OK? C'est vraiment correct de faire de la musique pour les mères à bout qui magasinent chez Old Navy et Liquidation Marie. C'est littéralement moi dans 2 ans. OK? C'est comme, je peux pas juger, ça va être moi plus tard. Je sais pas ce qui va advenir de la carrière de Slater, mais j'aime croire qu'elle est aussi promise à de grandes choses comme Pink avant de tomber dans la musique adulte contemporaine. C'est littéralement moi dans 2 ans. OK? Je vais être cette madame-là, là. Genre, je me prends pas pour une autre, là. Promis, là, ça va, là. On était tout au même niveau, tout le monde, toute la gang, là. Vous qui m'écoutez, vous en studio. Ça va, Rosalie? Ça va, Steph? Oui! Yay! Et je vous parle de Slater parce qu'elle s'est fait call-out par PETA, le fameux groupe de défense des droits des animaux, pour avoir osé porter de la fourrure. Mais là, à sa défense, c'est de la fourrure recyclée. And the Internet is having none of it. Et Slater elle-même non plus. Elle a call out PETA, est en mode fuck PETA. Je sais même pas comment on le prononce. PETA, comment on dit? PETA, on va dire PETA. OK, elle est en mode fuck PETA parce qu'elle dit, même si votre mission est noble, vous êtes ridicule. Vous allez pas me faire croire que je suis une mauvaise personne parce que je porte de la vieille fourrure recyclée. Come on, guys! Puis c'est vraiment drôle parce que toute l'Internet est d'accord. L'Internet est comme, nah, ça suffit. Là, le signalement de vertu, là, ça va. Là, faut cesser. Là. Comme on t'aime, PETA, mais on a vu comment t'as essayé de canceller des femmes sexy depuis 25 ans, tu sais. Rendu là, recevoir une plainte de la part de PETA, c'est un badge d'honneur, OK? Ça cimente ton statut. C'est genre une consécration pour une pop star. Parce que c'est juste les femmes iconiques qui sont dénoncées par PETA, OK? Par PETA. À ce stade-ci, quand PETA te déteste, ça veut juste dire que ton roll-out d'album fonctionne, OK? C'est un succès. Est-ce que Slater est un démon? Je sais que son nom sonne satanique, mais non. Il n'est pas un. C'est une bonne personne. C'est pas une mauvaise personne parce qu'elle porte de la fourrure. Je pense pas que c'est une mauvaise personne, non. Je pense qu'elle est comme nous tous. Je pense qu'on est une gang de gens fatigués qui essayent très fort de vivre avec nos contradictions. Je pense qu'on est une gang de gens qui écoutent des artistes problématiques des fois, des gens qui rient à des jokes douteuses, du monde qui veut être moral mais aussi divertir, du monde qui veut être aimé sans être fake, OK? Personne est juste une affaire. Même pas vous, même pas moi. Sauf Russell Brand, OK? Lui, Russell Brand, Satan, jail. Prochain rendez-vous à Bitchologie, on parle de l'été, justement, parce que c'est la saison là, qui va s'amorcer dans pas long. On va parler de chansons de l'été, on va parler des pop stars, encore celles qui nous font vibrer avec leur rythme musical. Wouh, 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 wouh. Alors, on se dit bye à la prochaine chicane, I guess. Ben oui, t'as le droit d'être joyeuse, Steph, c'est correct. Only Godney can judge us, de toute façon. Allez, à plus. Bye. Peace.